Cinéma. Écran de l'infini sur lequel se projettent les rêves et les cauchemars. Leur mission, vous faire découvrir des films oubliés, vous faire poser le pied sur des genres plus ou moins inconnus, et au mépris de votre santé mentale, vous faire avancer vers des contrées nanardesques. Le seul hic, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Voici leur émission. Et bonjour à tous, on est très contents, on va dire sapé comme jamais avec Mathieu aujourd'hui. Ah, attention, un peu plus classe quand même. Ah, sapé comme jamais. Oui, pardon, oui, non, mais je pensais même pas ça. C'est vrai. Non, on est bien habillé, classe. En tout cas, pour vous parler de classiques plus ou moins oubliés, effectivement. Plus ou moins. Oubliés. Et bah, on est sur la 18e émission. Et, voilà, comme je voulais dire, très content de vous retrouver. Mais on va parler classique. Je le fais pas classiquement la présentation aujourd'hui, mais en tout cas, Mathieu, est-ce que tu peux nous dire pour toi ce qui est 18, ça y est, elle est majeure. Ça y est, elle est majeure. Oui, ça y est, on est majeur. On est majeur avec Mathieu. C'est pour ça qu'on nous ressemblons à des hommes. N'est-ce pas, JP, qui est avec nous aujourd'hui? Non. Bonjour. Qui est notre cadreur je vais vous dire ça parce que justement, maintenant que nous sommes majeurs, nous pouvons nous occuper aussi de films majeurs. C'est ça ce que nous allons faire. Mais Mathieu, c'était ma blague. Qu'est-ce qu'un classique plus ou moins en plus oublié? Alors déjà, un classique. Il faut savoir que comme le cinéma est un art, évidemment, il a ses règles et il a ses canons. Et donc forcément, il a ses chefs-d'œuvre, ses modèles, les films insurpassables, ou au contraire qu'on remet en question. Par exemple, Autant n'importe le vent qui a été remis en question en 2 heures par Durandal. Je veux dire, et ça y est, ça commence. Moi, ça y est, je l'ai vu. Effectivement, et il a pas tort sur beaucoup de points, le bonhomme. Mais enfin bref, des classiques, c'est avant tout des films dont on reconnaît qu'ils ont une portée, que ce soit immédiatement en leur donnant un petit Oscar ou un petit César, ou bien c'est un film dont on apprend des années plus tard que justement c'est un film qui compte pour les cinéphiles parce qu'il a quelque chose de bien, comme par exemple Citizen Kane, qui a été boudé à sa sortie, et puis quelques décennies plus tard, on a remarqué « meilleur film de tous les temps ». Bon, ça c'est de la distinction. Il y a des films qui vont devenir classiques avec le temps aussi, effectivement. Je te signe.
Ah ben, en tout cas, ça ne se compte pas au nombre de spectateurs parce que sinon ça voudrait dire que Tim Burton, avec son Alice au Pays des Merveilles, aurait fait un chef-d'œuvre, ce qui n'est pas le cas. Et d'ailleurs, c'est un peu différent un chef-d'œuvre. Est-ce que tu différencies, toi, Mathieu, le chef-d'œuvre du classique? Oui, un classique c'est académique, un chef-d'œuvre c'est quelque chose d'objectif pour moi. Voilà. D'accord. Et un classique peut être aussi, en plus qu'académique, très subjectif en fonction, parce que chacun a ses classiques, justement, puisque si au bout de la 18e émission on vous parle de films, c'est que peut-être certains, pour nous, ont été des classiques dans les émissions antérieures, et jusqu'à qu'on en parle encore dans les prochaines, en tout cas. D'autres sont des classiques dans leur genre, par exemple les films que tu ne veux plus voir, comme Le Hobbit. Comme le Hobbit, que je ne veux plus voir et que je ne reverrai peut-être jamais, mais pas mécontent de l'avoir découvert, en tout cas, ça c'est important. C'est ça Bon, aussi en tout le cas, plaisir du cinéma. classiquement classique, on va parler de films plus ou moins classiques, effectivement. Voilà. Non. Classiques, pardon, mais plus ou moins oubliés. Oublié. Je vais y arriver. Et on va commencer, Mathieu, avec ton premier film. Un n'est-ce film pas qui, lui, a été oublié. Pour donner l'eau à la bouche, c'est parti. 3, 2, 1. La sélection de Mathieu. Eh bien, comme entrée, commençons par le menu avec Le Festin de Babette, un film danois de Gabriel Axel, enfin, danois, Franco-danois. franco-danois, Ouais. puisque c'est tiré d'un livre de Karen. Alors, le nom exact, parce que c'est un nom danois et moi, déjà, les noms français, c'est pas facile. Voilà. C'est de Karen Blixen. C'est donc l'histoire d'une femme. Qui arrive dans un village austère danois, un village centré autour d'un pasteur et qui est tenu par les deux filles de ce dernier, deux vieilles filles, puisque le pasteur est décédé et elles sont en charge de la petite communauté. Arrive donc une Française qui apparemment fuit les affres de la Révolution et Qui s'appelle Babette. et qui donc s'intègre très bien parce que elle est cuisinière et donc même un pain fait à la bière. Franchement, j'ai envie de tester, juste avant, j'ai envie de tester cette recette. Voilà. Parce que visuellement, il a l'air dégueulasse, mais comment elle le fait, ça a l'air trop bon. Donc c'était pas bon quand c'était fait genre par des gens qui n'ont pas le technique de la cuisine. Quand une gastronome arrive, elle arrive à en faire quelque chose. Et donc quand elle s'en va parce qu'elle a gagné apparemment une loterie 10 000 francs de l'époque, c'est-à-dire une sacrée fortune, et ben là elle s'en va, tout le monde est mécontent, jusqu'à ce que quelques mois plus tard elle revienne avec beaucoup de victuailles pour faire un festin, pour remercier justement ce village. Donc c'est le festin de Babette. Exactement. Alors, Fabien, qu'en as-tu pensé de ce film? Bon appétit. C'est sans doute le meilleur compliment qu'on peut lui faire. Non, non, j'ai pas désaimé, je n'ai pas détesté. C'est plutôt lent dans la dramaturgie du film. C'est danois sur un bout de falaise. Sur un bout de falaise. Il y a Donc même du pas un coup, arbre. voilà. Mais je savais que c'était danois, mais je me suis dit voilà. Donc non, c'est comment il est monté, comment le film est. En tout cas à l'époque, il est de 87. 87. 87. Oscar C'est 87. Oscar 87 du meilleur film étranger. c'est Tout ça à fait. Très bien. Et du coup, non, c'est comment il est ficelé, parce qu'en fait, j'attendais une sorte de climax prépondérant, sauf que là, c'est un climax doux, et au contraire, c'est notamment plus la chute du film qui te fait comprendre, et ben, presque les 1h15 d'avant, où tu te dis, ok, il se passe ça, ouais, ça sert à quoi pourquoi? Ok, deux hommes qui rentrent dans l'histoire de ces deux sœurs. Est-ce que ça mène quelque chose? Il y en a un, ok, l'autre, un écho. Ouais. Voilà. Non, j'ai découvert ce film parce que tu m'as proposé, et c'est très bien, je ne le connaissais pas d'ailleurs. Je connaissais deux noms, ça me disait quelque chose. Babette était plus ma prof de dessin, je sais pas pourquoi. Pourquoi prof de dessin du collège? Babette, mais qui elle nous apprenait à faire des dessins avec une belle passion, comme Babette fait son métier avec passion. Et c'est vrai qu'à la fin, enfin, je vous spoile pas parce que le festin arrive malheureusement, Oui. on va dire à la fin. C'est vrai que ça donne envie et c'est le charme des films d'avant, donc notamment les films des années 80, où tu avais l'impression que la bouffe était meilleure avant. C'est incroyable. C'est pas faux, C'est vrai, en même temps, hein. On a beaucoup perdu au niveau de la qualité des aliments. Donc voilà, et puis notamment le festin va faire peur de différentes façons, chrétiennement, cette communauté. Comme cette communauté est une communauté puritaine protestante, Ouais. bah forcément le plaisir, y compris de la table, non, c'est à éviter. Alors ils se disent, oh, on va dire que c'est bon pour être sympa, et ensuite. Pourtant, Jésus a transformé de l'eau en du vin, moi je comprends pas. Hein. Ah mais oui, c'est. Là, je sais plus, c'est un très bon vin, je sais plus qui sort d'ailleurs à la fin. Mais, voilà. Il se trouve que ce film-là, justement, tu parles d'un climax. C'est parce qu'en fait, à mon avis, tu es trop habitué Mais oui, au climax d'aujourd'hui, la forme du film aujourd'hui. Parce que là, justement, c'est le moment de bonheur qui arrive. Et alors, pour moi, le climax, s'il y a
Oui, une scène il y en a à faire forcément- il y en a reconnaître, c'est forcément pas tant le repas. Non. C'est une fois que le repas s'est terminé, tous les villageois vont autour du puits pour chanter et danser parce qu'ils s'en font heureux. Ouais. Le bonheur simplement d'avoir fait un bon repas. Ouais. Et c'est tellement bien traduit par la caméra que justement, une fois qu'on a vu ça, à la fois on a eu faim, mais on est rassasié. Et ça, c'est un tour de force. Il n'y a qu'une seule autre œuvre, et c'est pas un film qui m'avait fait ça, c'était Le Gourmet solitaire de Jiro Taniguchi, qui nous a quittés malheureusement il y a peu de temps, où justement c'était l'histoire d'un japonais qui déambule et qui partage avec nous ses repas. Et justement à la fin, tu te sens bien parce que c'est ce genre de truc. C'est typiquement le feel-good movie, excusez-moi de l'anglicisme. Et c'est pour ça que je voulais. Un feel-good movie d'époque en tout cas. Voilà. Mais encore aujourd'hui, je trouve, parce que moi je l'ai vu, bon, c'était il y a 8-9 ans que je l'ai vu, mais quand je l'ai découvert, j'étais sous le charme. Donc c'est un de mes films vraiment préférés. Donc c'est vraiment dans tes ça. classiques à toi. Voilà. Et justement, il a été reconnu aussi comme étant un classique grâce à son Oscar, entre autres, parce qu'il y a eu d'autres. Il est plutôt connu en France du coup au Il final a été, Ouais, il a été hein. connu, Ouais. mais justement il était perdu. C'est pour ça que c'est donc le film plus ou moins oublié. Là, c'était le plus oublié. Ouais. Petit mot quand même pour dire, donc Gabriel Axel est le réalisateur. Stéphane Audran est la seule française du Ouais. casting, c'est joue elle qui Babette. joue Babette. Sinon, ce sont des noms danois. Donc, j'espère que je les prononce bien. Bodil Kjær, Brigitte Federspiel, qui font les deux sœurs donc, qui dirigent la communauté. Malheureusement, je ne les connais pas. Non. Après, le casting est plutôt bien, effectivement. Là où il aurait pu tomber dans le piège, quand tu regardes ce genre de film, aujourd'hui, tu as l'impression de regarder un téléfilm, mais ce qui n'est pas du tout le cas avec celui-là, je trouve. Parce que le casting est plutôt réussi, c'est subtil, malgré certains petits rôles qui sont un peu plus stéréotypés, mais on va dire que dans l'ensemble, c'est plutôt propre. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est comment ils ont. Parce qu'on voit les sœurs d'une trentaine d'années, et on les voit jusqu'à, on va dire, 70 ans peut-être. Ouais, voilà. Et le casting. Voilà. Et vraiment, quand on les voit vieilles, elles font un bel écho à celles qui sont jeunes. Elles ont bien été castées, elles se ressemblent vraiment, en tout cas en fonction des différentes tranches d'âge. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt réussi, sans avoir eu à apporter de l'effet de maquillage, et c'est très bien. Et c'est plutôt rare aujourd'hui de voir des acteurs qui se ressemblent très bien. Et en tout cas, le choix du casting était très propre à ce niveau-là. Voilà, donc j'ai pas désaimé, j'ai passé un moment intéressant. Voilà, là c'est un mot qu'on n'aime pas dire quand on a une critique de cinéma, mais en tout cas intéressant dans le sens où c'est marrant de voir comment un film peut très bien marcher dans une autre façon de décrire une dramaturgie. Et pour moi, il y a quand même un climax au final avec du recul, c'est le moment où il annonce qu'elle va faire ce repas. Oui. Où là, attention, tout le monde est en train de faire ça, qu'est-ce qu'on va manger? On va manger de la caille, on va manger de la tête de veau, je ne sais plus ce qu'il y a. Et cette fameuse recette du pain aux bières qui peut détrôner boire ça, manger ça avec la bière au beurre d'Harry Potter. Ça serait pas un truc incroyable, ça? Alors, je te donnerai une adresse où on peut boire de la bière au beurre. Oui, je sais, il paraît qu'on peut la boire. Il paraît que c'est très 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 gras. Voilà. Ça dépend. En cas testé. En tout cas, c'est non, celle que j'ai goûtée. Bon, la prochaine fête de la bière avec Mathieu, on sera là-bas et on ira. Oktoberfest, on ira Mais goûter ça, à tout c'est ça. allemand et pas danois. Ouais, danke, mais ils disent quand même merci de la même façon. Bon. Et toi, Mathieu, est-ce que tu peux rajouter quelque chose sur le film? Ah non, tu as tout dit avec bon appétit. Avec bon c'est ça ce appétit. qu'il faut. Et si jamais d'aventure vous allez manger, vous aussi, bon appétit. Voilà. Donc voilà, je tiens un petit coup d'œil à ce film parce que je suis plutôt content de l'avoir vu, même si j'ai pas sauté au plafond. Ça ne t'a pas enchanté? Pas enchanté, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et je le reste plutôt intéressant, effectivement. Le prochain film t'a enchanté, je crois. Plus enchanté. Alors allons-y. 3, 2, 1. La sélection de Fabien. Fabien, j'ai l'impression que nous ne sommes plus au Danemark. Effectivement, Mathieu. Effectivement, là, c'est pas un Roland du film que j'ai choisi aujourd'hui, puisque nous allons parler du Magicien d'Oz, mais le vrai Magicien d'Oz, dans le sens l'original en tout cas, de 1946, qui a été réalisé du coup par Victor Fleming et King Vidor, qui pour moi est un de mes classiques. C'est un des films les plus cités quand on parle justement de cinéma. De cinéma, mais qui, certes, très connu dans l'état d'esprit, mais qui inconsciemment commence à être de plus en plus oublié parce que il a tellement été repris de différentes façons. De suite, on a vu une suite récemment. Qu'au final, je trouve que oui, il est là, ce film-là, dans nos consciences, mais qu'on l'oublie. Et avec le temps aussi. À la place, on a plutôt l'expression de ce qu'on imagine. Exactement. Ce qu'on appelle aussi l'effet Mandela ou la loi de Poe. Voilà, où généralement quand j'en parlais avec des connaissances, mais ils connaissent plus le bouquin, le livre que le film, et qui pour moi quand même a lancé
une grande phase du cinéma d'or d'Hollywood à l'époque. Moi, c'est bien aussi qu'ils connaissent le bouquin, parce que Mais c'est très bien. c'est justement le C'est- film avait éclipsé le bouquin. Le bouquin revient. peut-être Donc que- on revient, mais voilà, en tout cas je suis là aujourd'hui pour vous en parler Oui. un peu plus. Donc le Magicien d'Oz qui pour moi reste un grand classique, donc je vous refais quand même l'histoire pour ceux qui sortent de Saint-Cyr, je ne sais pas d'où. On suit Dorothée qui est une jeune orpheline qui est élevée du coup chez son oncle et sa tante, qui vit, non pas au Danemark, mais effectivement au Kansas. Aux États-Unis, et bah, elle a une vie plutôt tranquille, mais bon, elle est un peu chagrinée parce que bah, c'est une fille plutôt innocente bah, elle a des petits problèmes par-ci, elle se pose pas mal de questions Elle a existentielles surtout un petit peu. petit chien qui Elle s'appelle a- Toto. Toto, son petit chien. Je vous fais pas de blague aujourd'hui parce que c'est un chien. Et surtout, Toto, en tout cas le début du film, pose des problèmes à son institutrice. Qui je ne sais plus Beagle, pas. non Madame, je ne sais plus, j'ai perdu son nom. Effectivement, je l'ai plus. Voilà. On va la retrouver. Mais en tout cas, voilà, qui est un petit. Je crois que c'est Madame Beagle. Ouais, et que du coup, va se plaindre à son oncle et à sa tante et Dorothée. Et je vais euthanasier Toto le toutou. Donc il faut pas faire ça. Effectivement, donc Dorothée va s'enfermer dans sa chambre, a poussé un petit cri de colère et va tomber, comme par magie, lors d'une tempête, je ne sais pas. Ouais, Dans une tornade. Une tornade, elle va tomber dans un monde imaginaire, ce n'est pas le pays imaginaire de Tarzan, je veux dire, de Peter Pan, mais bel et bien le pays d'Oz, où elle va rencontrer trois bons amis, un lion, Avec Twister, c'est parti, les aventures sont garanties. c'est ça, un lion, un épouvantail et un homme fait d'acier. Je vous l'ai dit, vous les voyez tout de suite en tête, effectivement. Et elle va se rendre Homme compte de que dans fer. ce pays de magie, il y a des sorcières, plusieurs sorcières, mais notamment une Qui est méchante. qui est méchante qu'il va falloir éliminer si elle veut retourner, Sorcière de l'Ouest. si elle veut retourner effectivement chez elle, saine et sauve avec son petit chien Toto. Voilà, je pense que j'ai dit le plus grand, même si je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas Oui. vous connaissez l'histoire. Donc bon C'est, Mathieu, moi je c'est vais un en parler un classique. petit peu, mais j'ai envie de savoir, toi effectivement, forcément que tu l'avais déjà vu, j'en suis sûr. Mais Ah oui, depuis est-ce que que je suis tu- petit. est-ce que voilà, pour toi c'est un classique? Ah oui, c'est même un classique des classiques. Là, pour une raison bien simple, et qui est tout à fait dans notre époque. Aujourd'hui, nous avons avec la culture YouTube des vidéastes la technique de la mémétique, c'est-à-dire nous prenons beaucoup de mèmes pour faire des jeux, des comparaisons, et Magicien d'Oz est bourré de séquences ou d'éléments qui ont servi à faire des mèmes, parce que justement, la blague départ, Toto, j'ai l'impression que nous sommes plus au Kansas, Donc, tu dis des naines? C'est des mêmes? des mèmes. Oui, je crois que tu dis des naines. Ah, On si, est moi pas j'ai au bon mal pays. prononcé. Nous sommes en Chine maintenant. Ah, Ben oui. oui, pour l'être. Tellement il y a de choses, tellement ça foisonne. C'est vraiment un film d'une autre couleur. Effectivement. Et oui, parce qu'en plus, donc moi je l'ai revu remasterisé, j'ai une version remasterisée couleur. Parce que je crois que l'original c'était noir et blanc et Blu-ray. sépia, non? C'était sépia pour une partie, et ensuite c'est devenu couleur justement quand on Ah passait quand même, ça à en est Oz. quand même couleur. C'était un des effets qui a fait le succès du film, entre autres, puisque justement c'était nouveau, c'était un Technicolor très nouveau pour l'époque, et c'était surtout une manière de l'introduire qui a fait date. Ouais. Donc à l'époque c'était quand même j'ai pas envie d'un blockbuster, mais quand même un gros film à gros budget, qui a quand même pas mal mis en place pas mal de personnes, notamment il y avait 14 Oui. scénaristes qui ont adapté du coup ce fameux livre, et beaucoup de gens au casting, malgré que je vous ai parlé du coup des 4 personnages principaux, il y a aussi du coup le magicien d'Oz effectivement, parce Oui. qu'on parle d'un magicien, mais il est notamment là. On a élaboré du coup dans ce film-là du monde de Dorothée dans la vie réelle qui vont être transposés du coup par ces personnages plutôt comment dire, Plutôt loufoque. plutôt loufoques et en couleur. Et Le ben lion peureux, le lion peureux, non, l'épouvantail sans tête, sans cervelle, et l'homme de le- fer sans cœur. Voilà. Voilà, donc chacun vont aider Dorothée à retrouver ce magicien d'Oz parce que chacun va peut-être pouvoir évoluer au sens physique du terme, parce que chaque personnage va en fait gagner l'amour, gagner le courage et gagner Gagner l'intelligence, en tout cas. À la fin du film. Et ça, je vous spoil, mais vous connaissez très bien l'histoire du magicien d'Oz, donc je ne prends pas trop de risques à ce niveau-là. Il n'y a que le chien que je trouve qui n'a pas trop d'évolution. Je suis triste. Oh si, avant il était mignon, ensuite il est devenu adorable. Bon, ça passe. Ça passe un petit peu. Et surtout qui a révélé la grande Judy Garland, quand même, s'il vous plaît. Somewhere over the rainbow. Vous connaissez cet air repris par plein d'artistes. Plein d'artistes. Et je ne me rappelais pas que ça venait de ce film-là. En tout cas, cette chanson a été créée pour ce film-là. Et justement, il y a eu quand même pas mal de problèmes de production. Et là, j'ai tenté des Moment anecdotes. anecdote. Ouais, j'ai trouvé vraiment plein d'anecdotes que j'ai envie de vous partager qui sont vraiment intéressantes sur ce Vas-y, film-là. moi, je vais essayer de voir si j'en connais. Si que tu je les connais. pas. Donc cette séquence musicale a failli être retirée, vous imaginez?
si elle n'avait pas existé. La face du monde aurait notamment, changé. effectivement. Mais c'est au niveau du casting surtout que les acteurs ont pris cher, j'ai envie de dire. Puisque l'épouvantail, lui, il avait une sorte de masque, une sorte de prothèse une fois qu'il l'a enlevé, une marque lui est restée presque une année. Ah là là. Donc forcément, tous les Toujours moyens bossé. du bord étaient beaucoup plus bruts et moins avancés qu'aujourd'hui. Une anecdote sympa sur le magicien. Oui. Les costumiers, il y a eu pas mal de costumiers, de décorateurs. Tout le film a été tourné en studio, sauf la séquence d'ouverture où on voit le ciel. Mhm. Et tout le reste est en décor. C'est un des premiers films qui était entièrement tourné en décor recréé, en tout cas, même les extérieurs. T'es sûr? Un des premiers, je ne dis pas le premier, je dis un des Parce que premiers, c'est ce moi, que il j'ai me vu. semblait que justement, c'était le truc qui se faisait avant. Mais il y en a Ok. plein qui se faisaient, mais en tout cas, tu sais, les décors extérieurs vraiment recréés, D'accord. en plus de décors intérieurs. C'est D'accord. un des premiers, c'est ce que j'ai vu. En tout cas, bref, le magicien d'Oz, il porte une belle veste verte d'émeraude, faisant écho à son château. Mhm. Elle a été retrouvée dans une friperie, et la coïncidence de ouf, je trouve, Ouais. une fois qu'ils s'en sont rendus compte plus tard sur le tournage, elle avait appartenu à l'écrivain du magicien d'Oz. Ah bah dis donc. Alors ça, c'est une super anecdote, je trouve Alors que ça, je ne le connaissais pas. ça va, elle est Merci cool. pour les coups comme ça. Sur la petite Judy Garland, à part qu'elle a été révélée, que ça avait permis d'avoir une carrière après, il n'y a pas grand chose. Moi je trouve que son costume, quand je l'ai revu là, je pense que Alice au Iconique. Pays des Merveilles, Iconique. on est d'accord, hein. Totalement. Mais même Alice fait référence, je trouve, au Pays des Merveilles, elle a un peu cette Oui, même bien tenue. sûr. Je pense que c'était la version ouais. qui s'appelle américaine de ce conte anglais. Dans le bouquin, les chaussures qu'elle porte et qui lui permettent de rester protégée, Les entre chaussons de guillemets, rubis. sont en argent normalement. Et ils ont voulu mettre du rubis dans le film pour que ce soit plus visuel. Je Ouais, sais pas de ça. je me rappelle dans le bouquin c'était l'argent. L'homme de fer, c'est marrant parce qu'il y a eu deux comédiens. Le premier n'a pas supporté le costume qui avait des fuites d'aluminium, dans le sens, et du coup ils ont dû le remplacer. Je m'étonne. Et je pense que c'était plutôt original. Et le lion, alors ça c'est ouf, il voulait prendre au début, pour qu'il soit plus réaliste encore que le comédien, quand même plutôt bien joué, je trouve qu'on dirait un clown. Enfin, il a vraiment le visage du clown au sens propre, ce Surtout quand comédien. quand il joue. Oui, quand il est triste, et il est trop adorable. Ouais. Il voulait prendre le lion de la MGM. Le fameux lion qui fait. Non mais je t'assure. Non. Le lion de la MGM, donc vous voyez très bien le logo de la MGM avec le lion qui reste dans nos têtes maintenant. Il voulait le prendre parce que c'est trop compliqué au tournage et il voulait lui rajouter des voix par-dessus. Qui aurait été un peu difficile parce que tous les autres personnages sont des humains et pour humaniser un lion qui est un vrai lion, je pense que prendre cet homme qui restait en plus debout était plus sympa. Mais le costume qu'il porte, c'est une vraie peau de lion. Ah. Non, pas le lion de la MGM, heureusement, sinon mais c'était un vrai. Et c'était plutôt Ok. difficile sur le Ce film tournage. n'est pas vegan. Voilà, ce film n'est pas vegan. Donc j'ai trouvé ça original. Mais en tout cas, l'anecdote du costume du magicien d'Oz, celle-là est- on retrouve celle-là est en friperie une veste qui avait appartenu du coup à l'auteur, je sais plus comment il En fait, s'appelait. c'est cette veste-là qui avait inspiré l'écrivain pour la donner à son personnage. C'est incroyable quand même. Hein. C'est formidable. Donc voilà, plein d'anecdotes en tout cas, ils ont plutôt souffert sur le tournage parce que ça a été plutôt difficile. Et j'ai vu que tous les nains qui Ouais. jouent les Munchkins, qu'on voit au tout début, qui font écho aussi je trouve aux nains de Charlie Chocolaterie, je pense que c'était Oui, je pense, un petit peu inspiré. Ça en a un petit peu inspiré, je pense. Peut-être que Roald Dahl Mais s'en est inspiré. ils sont tous morts. Parce Bah. qu'ils avaient vraiment. Alors, ils mettent dans les anecdotes, ils ont mis qu'ils avaient tous enrôlé tous les personnes de petite taille de tout Los Angeles à l'époque Mhm. pour faire cette nain. Et en 2013, je crois, le dernier qui avait pu jouer dedans est décédé. Donc tous les Munchkins sont décédés. Voilà des anecdotes que j'ai trouvées que j'avais envie de partager parce que je trouve vraiment très drôle. Moi j'en ai trois à partager. Allez, vas-y, parfait. Alors la première, c'est comment ça s'appelle il paraît que le Magicien d'Oz peut être synchronisé avec l'album Dark Side of the Moon de Pink Floyd. C'est le Fossil Film qui en parlait aussi. Ah, j'ai pas vu ça. mais, Alors, comment c'est- ça synchroniser? C'est-à-dire que en fait, quand tu mets le film et le disque en même temps, Ouais. tu peux avoir un effet spécial. Tu as non, testé? T'as faut- testé? j'ai pas encore testé. Ah, il faut que j'essaye. faudra qu'on regarde ça. Deuxième anecdote, il y a eu un mini scandale bien après la sortie du film, puisque dans un des décors, on a l'impression qu'il y a un des Munchkins qui s'était pendu. Et donc il y avait la légende urbaine que justement il y avait eu un suicide et qu'on avait gardé la prise où il y a un mort. Mais d'ailleurs, on avait regardé cette séquence à notre école à l'époque. Voilà, Avec c'est ça. notre professeur d'analyse. Et on en avait parlé, effectivement. Ça, je me dit les alors, choses. Maintenant, troisième anecdote, tu as dit que les acteurs avaient pris cher, tu en as oublié une.
L'actrice qui la jouait la sorcière. la sorcière, Pardon. justement, Oui. a fait 2 prises pour sa sortie lorsqu'elle sort dans les flammes du Je village l'ai- des Munchkins. Parce Que la première était pas très très bien, mais elle était gardée. Parce que la deuxième, justement, elle s'est brûlée. elle s'est vraiment brûlée. Alors qu'elle était mieux, mais elle a dit non, on garde pas. On regarde pas. Non, ouais, ça s'est brûlé sur la deuxième, effectivement. Mais les effets plateaux sont quand même plutôt bien Oui. faits. Les costumes sont vraiment iconiques. On peut pas, je trouve qu'il n'y a même pas de défaut. C'est un film final, qui du costume. en fait, a tellement impressionné Mm. que justement, il est entré et aujourd'hui, on voudrait y retoucher. Le problème, c'est qu'il a pris trop de place. Donc là, c'est pour ça aussi classique. Ah, parce que, allez, c'est sûr que je ne vais pas vous spoiler, mais à la fin, on sait très bien que ce que c'est notre professeur de scénario ne voulait pas, Ouais. c'est qu'à la fin, c'est un Ouais. Voilà, c'est un rêve. Et Mais oui, voilà. lorsqu'on a vécu une telle aventure dans un rêve, et surtout là c'est pas oh c'est un rêve, je suis soulagé. Au contraire, elle a une leçon. Oui. Donc, le rêve avait un enjeu et avait une réalité. Et elle a vu Je veux son dire- petit monde sous un autre angle. Le dernier film à avoir réussi ce tour de force, c'était Inception. Voilà. Donc le magicien d'Oz, Inception, tout est lié. Ouais, sauf que ce Magicien d'Oz nous a moins mené en toupie que l'autre. N'est-ce pas, Mathieu? Oui. Bon, voilà, donc je ne sais pas quoi dire de plus. Si vous ne l'avez pas vu, si vous l'avez loupé, c'est un immanquable. Il faut que vous le regardiez. Et puis même la suite, qui était un suite remake un petit peu, qui est sorti début 2010, je ne sais plus quand c'était Oz. C'était Oz avec James Franco, et était Sam plutôt- Raimi surtout. Oui, C'était Sam Raimi qui c'était avait ça, réalisé. oui, qui était plutôt sympa. Je n'avais pas détesté. Je l'ai pas vu. Je l'avais trouvé plutôt sympa, beaucoup plus prenant que le Maléfique qu'ils avaient fait, par exemple, ceux qui pouvaient être. C'était un plaisir de parler de classique. Ça fait toujours Oui. plaisir de parler de classique. Ah, Plus ou moins connu, certes, mais on va retrouver classiquement notre interview du mois. du plaisir. Oui. N'est-ce pas, Mathieu? Eh ben, je te laisse la lancer. Vas-y. Eh bien, c'est parti pour la création. L'invité du jour. Et nous voilà de retour dans cette fin d'émission avec nos 2 invités aujourd'hui. Oui. Puisque c'est les fêtes, je ne sais pas, C'est ça. c'est le mois de juin, on a envie d'inviter plus de gens, il fait beau, il fait chaud. C'est le printemps qui s'en va, c'est donc l'éclosion, les fleurs et la beauté, puisque nous avons donc 2 personnages très sympathiques, François Simon et Léna. Bonjour à vous. Bonjour. Donc ils font partie de l'association Creative Maker. Je te ça le dis bien comme ça? Oui. Ça va, mon accent anglais est pas ouf, mais ça va passer. Et Mathieu, je vais te laisser présenter cette superbe association qui est avec nous aujourd'hui. Alors, la présentation est bien fournie, elle est belle, mais on va essayer de faire vite. Donc, née d'un regroupement de 7 acteurs, l'association Creative Maker a pour objectif d'encourager la familiarisation et la formation au métier du cinéma, de l'audiovisuel et du numérique, et ainsi permettre l'émergence de jeunes talents et créations innovantes. Alors, c'est une entreprise que j'ai découvert moi il y a 2 ans par l'intermédiaire du concours d'écriture de scénario. Que tu avais fait partie? J'avais Ouais, t'avais participé, d'ailleurs. J'ai participé aux 2 vrai. qui sont déjà passés puisque c'est annuel. C'était génial. Et donc une fois que un scénario a été validé, parmi dizaines, douzaines qui est écrite chaque année, peut-être plus bientôt vu qu'on vous souhaite du succès, vous faites en sorte que le lauréat puisse aller dans une maison d'écriture, puisse ensuite faire produire son film et vous l'aider à produire aussi. Vous sortez d'ailleurs d'un tournage d'un court-métrage de cette manière-là. Donc, participer aux différentes choses. Donc, je pense qu'on peut aller directement dans les questions. Mais exactement. Parce que, comme je l'ai dit, moi j'ai découvert, et je crois que c'est le cœur de votre asso, le cœur public en tout cas, c'est le concours d'écriture, le marathon d'écriture comme vous l'appelez. Mais quelles sont les autres grandes activités de Creative Maker? Et bien là, en fait, justement, sur le mois de mai, on a eu les ateliers appelés le grand public pour qui s'appelait Carrément Cinéaste. C'était pour le grand événement sur Nantes, Carrément Lu. Du coup, Biscuit. Carrément Biscuit, pardon. Ouais. Mais c'est par rapport au biscuit. Tu as dit la marque, c'est pas bien. Surtout à Nantes, on ne dit pas lu, on dit le lieu unique. Exactement. Ah, moi, je vais dire le favorite. Non, mais je déconne. Mais du coup, voilà, donc pour Carrément Biscuit, merci. Donc c'était 4 ateliers en fait d'initiation et de découverte du cinéma. Donc il y avait du fond vert, du stop motion, la table mashup et les ateliers doublage qui étaient aussi faits en partenariat avec les ateliers doublage, une autre association. Donc voilà, ça c'est une grosse activité du coup publique, puisque voilà, là on a fait connaître notre association, tout ça. On a eu une 2e édition de ces ateliers-là le 9 juin, donc ce week-end aussi, on est en parallèle de notre tournage. Voilà. Et vous êtes né en quelle année?
En Pas 2000 l'association, bien sûr. Alors, elle a été créée en 2016, D'accord, mais les actions ont commencé en 2017. très bien. Alors, mais comment attirez-vous les intervenants professionnels qui vous aident lors des marathons d'écriture? Puisque chaque binôme ou chaque personne qui écrit seule est coaché par quelqu'un. Ça demande beaucoup de monde. Comment vous faites pour avoir autant de monde? Oui, alors c'est vrai que chaque participant pendant le marathon est accompagné par un scénariste professionnel. Il a 2 sessions d'une demi-heure à peu près avec son intervenant. Et on arrive à les attirer, je sais pas quel terme tu as utilisé. Les appâter. Les motiver, Ah. leur donner envie de faire. Creative Maker. Comme vous voulez. En gros, on les a rencontrés par le biais de nos partenaires, car Creative Maker, c'est, comme tu l'as dit au début, c'est un regroupement de plusieurs structures professionnelles pour faire émerger le cinéma amateur et émergent. Donc, on a dans le sein de notre bureau des associations comme l'OPCAL, par exemple, qui est une organisation professionnelle. On a le Cinéma Le Concorde, on a Télé Nantes, et donc toutes ces personnes réunies nous fournissent un réseau assez important de professionnels. Donc c'est des professionnels de la région ou des fois ça arrive qu'il y en a qui viennent d'autres contrées? Alors pour le moment on a travaillé essentiellement avec des gens de la région. C'est très bien, Voilà. justement. Là dans une semaine on va faire intervenir des personnes extérieures à la région lors d'une masterclass portant sur le thème de la web série. Ah, Voilà. c'est qui, c'est indiscret? T'es intéressé, hein? Ah bah oui, Ouais. bien sûr. C'est Davy Mourier qui a monté le Golden Show. Et on va faire aussi venir Camille Ganassia, qui est l'auteur et réalisatrice de la web-série Le Meufisme. Ah oui, le Memphis, voilà. Oui. Et on va également faire venir Guillaume Crémouzen, qui est l'auteur de Il revient quand Bertrand. Ça me dit pas, mais ok. Mais les deux premiers, C'est effectivement, une des- web-série qui était financée et diffusée sur Arte. D'accord. Ah, très Donc bien. ça pèse dans le game. Très très bonne, Non, mais- bonne série que je vous conseille. Alors, la spécificité de Creative Maker, c'était aussi que chacune de ces structures ou associations parentes, elles sont spécialisées dans la diffusion ou plutôt dans la production, pour Capucci notamment, alors que Creative Maker, elle regroupe tout. C'est-à-dire qu'elle essaye de diffuser, elle fait de la diffusion, elle aide justement les lauréats des marathons à se produire. Enfin, voilà. Du coup, il y a vraiment ce côté de regroupement en fait, de toutes les actions de chacune, un petit peu. Donc elle aide la phase. En fait, elle aide toutes les phases de production d'un film, donc de la préparation jusqu'à la diffusion. Parce qu'on oublie souvent, une fois que le film est fini, on est un petit peu. Les amateurs ont du mal à se dire qu'est-ce qu'on peut en faire. C'est ça. Le mettre sur Internet, c'est facile, mais après, c'est la durée de vie. Donc, est-ce que vous proposez peut-être aussi l'ouverture au festival? Comment ça se passe? Oui. Ouais. Justement, dans le cadre du marathon que tu as fait, Mathieu, donc en fait, c'est un événement qui s'inscrit dans un parcours. C'est ce qu'on appelle le parcours Creative Maker, donc qui débute lors d'un marathon. Ensuite, il y a une résidence d'écriture où il y a les 3 lauréats du marathon sont accompagnés encore une fois par des réalisateurs, des scénaristes et des producteurs qui viennent pour les accompagner. Et après, on les accompagne pendant le tournage, la post-production et ensuite pendant la diffusion. Donc ça passe par les festivals, par les cinémas, on les contacte et on essaye d'installer des... Donc vous commencez à avoir un beau carnet de contacts peut-être? Faut pas le dire, Mathieu, on va croire que non. Non, Bon du coup, vous avez un peu amorcé ma quatrième question, mais vous avez énuméré un petit peu toutes les aides que vous pouvez apporter. Est-ce qu'il y a des aides peut-être financières qui arrivent? Comment un jeune cinéaste qui aimerait réaliser son film, vous êtes là, vous proposez des masterclass, un accompagnement. En détail, est-ce qu'il se cerne par peut-être un financement particulier? Comment vous aidez à la réalisation proprement dit du film? Donc nous, on n'est pas une association de production, c'est-à-dire que les gens ne viennent pas avec un projet et ils nous disent pas on veut être produit. D'accord. Parce que dans ces cas-là, on ne voit pas l'intérêt, entre guillemets. Il y a un intérêt, mais nous, on ne le voit pas parce que notre but, c'est d'accompagner les gens. Donc de l'écriture jusqu'à la diffusion.
Donc, ça passe par exemple par le marathon, où on accompagne des gens depuis le début, dès l'idée de leur projet, et ensuite on les accompagne jusqu'au bout. Et dans l'accompagnement, ça passe par plusieurs phases, parce qu'on vise à la fois le grand public, donc avec les ateliers dont tu parlais, Léna, et on va jusqu'au semi-professionnel avec des ateliers qu'on organise de perfectionnement sur des sujets précis. D'accord. Et ce qui est intéressant aussi avec le tournage, c'est qu'on met en place une deuxième forme d'accompagnement lors des tournages, parce qu'on accompagne forcément le lauréat du marathon dans la réalisation. Donc dans le cas du lauréat de cette année, c'était sa première réalisation, donc on a fait appel à un réalisateur professionnel pour pouvoir l'accompagner. Et en plus de ça, on accompagne des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience dans les tournages, en leur offrant l'opportunité d'aller sur un tournage en accompagnant des chefs de poste professionnels. Ma dernière question, j'aimerais savoir quels sont vos futurs projets qui vont arriver peut-être cette année encore, peut-être voir le début de l'année prochaine si vous avez commencé votre échéancier de calendrier. Et vos futures idées créatives, donc on a vu ce que vous nous concoctez, ou en tout cas ce qui arrive. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont arriver? Vous pouvez peut-être nous teaser un petit peu ou c'est encore en mode secret? Donc on va continuer nos actions actuelles, tout simplement. Donc on va organiser de nouveau des ateliers grand public, en faire plus dans différents quartiers. Donc pour le moment on en a fait au Château des Ducs de Bretagne, on a fait au centre socio-culturel de Bout-des-Landes. Donc on aimerait vraiment en faire dans toute la ville de Nantes et voir en dehors de Nantes. On va repartir aussi sur un nouveau parcours l'année prochaine. Donc refaire un marathon d'écriture. Et on va lancer, c'est encore un projet, un gros axe sur la web série. C'est pour ça qu'on fait une masterclass pendant ce film Summer Camp, parce qu'on a envie de développer l'émergence de la web série à Nantes. Et cet automne, on va aussi accueillir un 48 heures film project. Ah oui, on a entendu parler. Voilà. Ça consiste en quoi? Le 48 heures, c'est les équipes s'inscrivent, ils ont 48 heures pour faire un film, ils ont des contraintes de temps, de durée de tournage forcément. Une thématique. Et ils doivent piocher trois thèmes, enfin un genre, un personnage et un objet, une phrase. Et il y a aussi un... Ouais, ça dépend, moi j'en avais fait sur Tours par exemple, j'en avais fait... Oui, c'est ça. C'est un personnage, un objet et un genre. Et tous les groupes ont une phrase qui vont devoir placer dans le film. Oui, alors notamment il y a le cours de cinéma qui est... alors du coup ce serait pour les 8-16 ans. Donc il y aurait 3 groupes, 8-10, 11-13 et 14-16. Ce serait le mercredi après-midi, le samedi matin. Donc là, c'est vraiment au stade de projet, celui-ci. On est vraiment en cours de construction pour trouver les intervenants, savoir les bons créneaux, les lieux, enfin vraiment voilà. Mais c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur de proposer un peu comme un cours de théâtre, mais à la place, on a créé son enfant, un cours de cinéma. Et on vous souhaite longue vie, en tout cas à Creative Maker. Je donne 2 liens, mais qu'on vous aurez dans la description de la vidéo. Donc vous pouvez retrouver toutes les infos les concernant sur creativemaker.fr, que je me trompe pas. Et il y a une page Facebook aussi, Creative Maker Asso. Et puis je crois que c'est le moment de piocher le thème. Le grand moment, Mathieu, sont derrière toi. Pour une fois, je ne te fais pas de blague. Le moment chapeau. Oh mon Dieu. Le moment chapeau. Derrière moi. Exactement. Ou le moment bravo. Et là, c'est le moment chapeau. On va piocher du coup le thème. De la rentrée. Mois de septembre, mois de rentrée, parce qu'on se retrouvera cet été, comme les dernières, en une seule émission, mais un peu plus spéciale, qui arrivera fin juillet. Et là, pour l'instant, on ne vous dit pas le thème, mais en tout cas, là, on pioche le thème du mois de septembre. Et c'est Creative Maker qui va piocher le thème. Alors, qui est le plus innocent des deux? Vas-y. Allez. Attention. Film à ne pas voir. On aura le temps de réfléchir pendant cet été pour vous faire découvrir un film qu'il ne faudra pas voir, mais le but c'est de vous le faire voir, ou en tout cas vous en parler, vous avez peut-être envie de le voir ou pas, mais en tout cas c'est pour nous un film qu'il ne faut pas voir. Effectivement, voilà. Parfait. On s'est fait avoir. On s'est fait... C'est toi qui l'as choisi ce thème, Mathieu. Oui. Il est plutôt original et je l'aime bien. Oui. Donc on n'y manquera pas et j'espère qu'on se retrouvera du coup au mois de septembre, mais en tout cas le mois prochain pour poursuivre. On vous remercie encore d'être passé.
Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve du coup l'été prochain. Je suis fatigué. Hein. Non, cet été. Cet été. On se retrouve du coup le mois prochain, au mois de juillet, en tout cas fin juillet, début août, pour retrouver l'émission un petit peu plus spéciale. On vous en dit pas plus, en tout cas le film à ne pas voir, mais nous, il faudra bien en voir. Au mois de septembre, toujours sur notre page YouTube. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur la page Facebook, etc., etc. Tous les liens sont dans la description. Merci Mathieu, merci les invités. Merci à toi. Mathieu, je te laisse encore une fois le dernier mot. Bien, à bientôt sur mon studio TV. Merci, c'est clair, net et précis. À bientôt et au mois prochain. Bye! VHS, visionnage hautement subjectif. Un thème, 2 films, plus un invité du cinéma local. L'émission des films plus ou moins connus.